L'humiliation de devoir s'agenouiller devant un groupe d'adolescents brisa quelque chose en lui. Madame Ifunanya aimait son métier d'enseignante. Elle était jeune, travailleuse et passionnée par l'idée d'aider les élèves à apprendre. Lorsqu'on lui attribua la classe de SS3 Sapphire, elle était si excitée. Mais cette excitation s'est rapidement estompée lorsqu'elle a rencontré les élèves de sa classe. Les filles de cette classe n'étaient pas comme les autres élèves. Elles étaient riches, puissantes et gâtées. Leurs parents étaient des politiciens, des chefs d'entreprise et des fonctionnaires. Elles pensaient que personne ne pouvait les toucher et se comportaient comme telles. Tout a commencé par de petites choses. Arriver en retard en classe, parler pendant que leur enseignante faisait cours ou ignorer les consignes des professeurs. Un jour, Amarashi, la leader du groupe, s'est levée au milieu du cours. « Madame Ifunanya, allez nous chercher de l'eau en bouteille. Nous avons soif, dit-elle avec un sourire narquois. La classe éclata de rire, tandis que Madame Ifunanya restait figée de choc. Elle ne savait pas quoi faire. Amarashi la fixa du regard. « Êtes-vous sourde ? J'ai dit d'aller chercher de l'eau. » Madame Ifunanya sentit ses jambes bouger avant que son esprit ne puisse réfléchir. Elle quitta la classe pour aller chercher l'eau. Et après ce jour-là, l'intimidation s'aggrava. Amarashi la traitait comme une servante. Elle lui faisait porter ses livres, lui demandait de chercher ses collations et même recopier ses notes. « Assurez-vous que c'est bien propre », disait Amarashi en jetant son cahier sur le bureau de Madame Ifunanya. Les autres professeurs murmuraient à ce sujet, mais personne n'osait intervenir. Le principal détournait le regard car il avait peur du père d'Amarashi. Les filles se moquaient de Madame Ifunanya devant tout le monde. Elles riaient de ses vêtements, de ses chaussures et même de sa voix. Pendant un cours, Amarashi dit à haute voix « Pourquoi votre voix tremble-t-elle? Vous avez peur de nous ?» Toute la classe éclata de rire tandis que le visage de Madame Ifunanya rougissait. Elle se sentait petite, impuissante et honteuse. Les examens apportèrent encore plus de problèmes. Amarashi s'approcha de son bureau après le cours et dit « Je veux voir les sujets de l'examen. » Madame Ifunanya secoua la tête. « Je ne peux pas faire ça. » Amarashi se pencha plus près et dit « Si vous ne le faites pas, mon père s'assurera que vous perdiez votre travail. » Les larmes remplirent les yeux de Madame Ifunanya alors qu'elle tendait les sujets. Les filles se vantaient de la facilité des examens, tandis que d'autres élèves peinaient. Un jour, les choses prirent une tournure cruelle. Amarashi renversa du jus sur le bureau de Madame Ifunanya et dit « Nettoyez ça pour moi. » La classe riait tandis qu'elle se précipitait pour nettoyer le désordre. Un autre jour, elles enregistrèrent une vidéo d'elle en train de trébucher face à leurs exigences et la publièrent en ligne. La vidéo devint virale et Madame Ifunanya devint la risée de tous. Elle pleurait chaque nuit, redoutant le lendemain. Mais tout le monde dans SS3 Sapphire n'était pas cruel. Nkem, une fille calme assise au fond, observait tout cela. Elle ne venait pas d'une famille riche comme les autres. Elle savait ce que c'était d'être impuissante. Un jour, Amarashi dit à Madame Ifunanya de cirer ses chaussures. Avant que l'enseignante ne puisse bouger, Nkem se leva. « Arrêtez ça !» cria-t-elle. La classe devint silencieuse. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Amarashi, choquée. « J'ai dit d'arrêter ça !» répéta Nkem. Sa voix tremblait, mais elle ne recula pas. « Vous l'avez assez harcelée. C'est une enseignante, pas votre servante. Vous devriez avoir honte de vous. » La classe murmura, mais personne n'eut le courage de parler. Nkem regarda Amarashi droit dans les yeux et lui demanda si elle savait à quel point il était difficile d'être enseignante. « Savez-vous combien elle a sacrifié pour nous? Et c'est ainsi que vous la traitez ?» Elle demanda, fixant Amarashi dans les yeux alors qu'elle ricanait. Amarashi, rempli de rage, s'approcha de Nkem et lui donna une gifle très violente. « Comment oses-tu me tenir tête, fille de personne? Je vais te montrer que ta vie et ton avenir sont entre mes mains. Ou bien tu crois que je ne sais pas que tu es l'une des bénéficiaires des bourses de mon père? Nous payons tes frais de scolarité et d'un claquement de doigts, tout cela pourrait disparaître. » Amarashi dit à Nkem, qui ne semblait pas trop intimidé par ces menaces. « Tu peux tout prendre, mais une chose que tu ne peux pas enlever, c'est ma dignité, » dit-elle à Amarashi, qui était maintenant pleine de rage. Nkem s'approcha de Madame Ifunanya pour voir si elle allait bien, et Madame Ifunanya la remercia énormément pour son courage. Cependant, elle s'inquiétait pour la sécurité de Nkem, sachant à quel point Amarashi pouvait être vil.
Tous les enseignants et les élèves s'assuraient de rester à l'écart d'Amarachi, sachant de quoi elle était capable. Mais Nkem ne semblait pas s'en soucier. Malgré le fait qu'elle était pauvre et incapable de rivaliser avec la colère d'Amarachi. Un matin, Nkem arriva à l'école et fut accueillie par des regards froids de la part de ses camarades. Elle se demanda ce qu'elle avait bien pu faire, mais personne n'osa s'approcher d'elle. Lorsqu'elle arriva dans sa salle de classe, elle vit une photo dont elle ne savait même pas qu'elle avait été prise. C'était une photo de sa mère, allongée à côté d'un caniveau, dans une flaque de son propre vomi, alors que Nkem essayait de l'aider à rentrer chez elle. La mère de Nkem était alcoolique, et Nkem avait tout essayé pour l'empêcher de boire, mais sa mère retournait toujours à la bouteille. La photo avait été imprimée et collée sur tous les murs de la classe. Au-dessus, un message cruel était écrit. « Fille d'une ivrogne ». La vue de cette scène fit figer Nkem sur place. Son cœur battait à tout rompre alors que des éclats de rire remplissaient la classe. Elle regarda autour d'elle, les larmes lui montant aux yeux. Amarachi était assise à son bureau, un sourire narquois sur le visage. « Alors, ça fait quoi que ton sale secret soit révélé au grand jour ?» dit Amarachi à haute voix en se levant. « Tu te crois si courageuse à me tenir tête ? Eh bien maintenant, tout le monde sait d'où tu viens. » Nkem serra les poings, essayant de retenir ses larmes. Elle voulait crier, se battre, mais elle savait que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Amarachi n'en avait pas fini. Peut-être que l'école devrait créer une nouvelle bourse pour les orphelins d'ivrogne. Tu serais la première à postuler. La classe éclata de rire une fois de plus. Madame Ifunanya entra dans la classe quelques instants plus tard et se figea en voyant la scène. Elle remarqua immédiatement les affiches et en arracha une du mur. Ses yeux se posèrent sur Nkem, qui tremblait au milieu de la classe. « Qui a fait ça ?» demanda Madame Ifunanya, la voix tremblante de colère. Les élèves restèrent silencieux, mais Amarachi répondit « C'est juste pour rigoler », dit-elle en haussant les épaules. « Nkem doit apprendre à rester à sa place. »« Rigoler ?» répéta Madame Ifunanya, sa voix montant d'un ton. « Vous pensez qu'humilier quelqu'un, c'est amusant ? Amarachi, c'est cruel et inacceptable. » Madame Ifunanya se tourna vers Nkem, posant une main douce sur son épaule. « Nkem, viens avec moi », dit-elle doucement. Nkem la suivit hors de la classe, la tête haute malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Dans la salle des professeurs, Madame Ifunanya tenta de réconforter Nkem. « Tu es courageuse, Nkem, dit-elle. Ne les laisse pas te briser. Les luttes de ta mère ne te définissent pas. Tu es forte et tu as un avenir brillant. » Nkem essuya ses larmes et hocha la tête, mais au fond d'elle, elle se sentait brisée. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait tenir. Madame Ifunanya souhaitait pouvoir faire davantage, mais elle était impuissante, voyant que même le principal manquait de courage pour remettre Amarachi à sa place. Cela renforça Amarachi, qui intensifia son intimidation, et elle commença à punir ses enseignants, les forçant à s'agenouiller près de son bureau chaque fois qu'elle n'était pas satisfaite de ce qu'il faisait. Pendant le déjeuner, Amarachi entra dans la cafétéria et remarqua une élève plus jeune, Ada, mangeant tranquillement à une table dans un coin. Amarachi s'approcha et fixa la nourriture d'Ada. « C'est du riz jollof ?» demanda-t-elle, la voix pleine de moquerie. Ada hocha timidement la tête. « Bien, je le prends », dit Amarachi en arrachant l'assiette de ses mains. Ada tenta de protester, mais Amarachi leva la main. « N'y pense même pas. Tu devrais être reconnaissante que je ne t'ai pas giflé, » dit-elle en mangeant devant les autres élèves. « La prochaine fois, apporte-moi un meilleur repas, » ajouta Amarachi en s'éloignant. Un matin, pendant l'assemblée de l'école, Amarachi repéra Nkem debout au milieu de la rangée. Elle chuchota à l'une de ses amies et elles éclatèrent de rire. Amarachi éleva la voix pour que tout le monde puisse entendre. « Monsieur le directeur, pourquoi permettons-nous à des gens qui ne peuvent même pas s'acheter un uniforme correct de rester avec nous? Regardez Nkem. Est-ce une école ou une œuvre de charité ?» L'assemblée resta silencieuse, tandis que tous les regards se tournaient vers Nkem. Amarachi continua, la voix forte et moqueuse. « Peut-être devrions-nous tous faire un don pour qu'elle puisse s'acheter un uniforme correct. » La foule éclata de rire, et même les enseignants restèrent figés, incertains de comment intervenir. Le visage de Nkem s'empourpra de honte, mais elle refusa de pleurer. Elle serra les poings, déterminée à ne pas donner satisfaction à Amarachi. Le règne de terreur d'Amarachi dans l'école semblait incontrôlable. Chaque jour, son intimidation devenait plus audacieuse et ses cibles augmentaient.
Après l'incident de la cafétéria avec Ada, Amarachi se pavanait dans les couloirs comme si elle possédait l'école. Personne n'osait la défier. Même les enseignants, autrefois symboles d'autorité, évitaient la confrontation avec elle. L'école, autrefois vibrante, était devenue un lieu de peur silencieuse. Madame Ifunanya, ne pouvant plus supporter l'humiliation, décida d'agir. Un soir, après l'école, elle se rendit au bureau du principal pour lui parler. « Monsieur, nous devons parler d'Amarachi. Son comportement est allé trop loin. Elle tourmente les enseignants et les élèves. Comment pouvons-nous rester là et regarder une élève punir ses enseignants? Cela ne se fait nulle part. Amarachi est maintenant hors de contrôle et nous devons vraiment régler le problème à la racine. » Le principal soupira profondément, incertain de quoi faire. « Mme Ifunanya, je comprends vos préoccupations, mais comme vous pouvez le voir, mes mains sont liées. Le père d'Amarachi est l'un des plus grands politiciens de ce pays, et Amarachi se trouve être son unique enfant. La dernière fois qu'un enseignant a puni Amarachi dans cette école, son père a traité cet enseignant de manière impitoyable et a failli fermer notre école. Cette fille est une enfant gâtée que nous n'avons d'autre choix que de gérer. Après tout, il ne lui reste que quelques mois avec nous. Je vous en prie, endurez cela jusqu'à ce qu'elle parte. » Madame Ifunanya sentit son cœur se serrer aux mots du principal. Elle ne pouvait pas croire que tout le système scolaire s'était réduit à endurer impuissamment la tyrannie d'Amarachi. Frustrée, mais refusant d'abandonner, elle quitta le bureau du principal, se sentant vaincue, mais plus déterminée à protéger sa dignité et celle de ses élèves, en particulier ceux qui étaient les cibles constantes des intimidations d'Amarachi. Un matin, pendant un test de mathématiques, Amarachi déchira sa copie en déclarant que M. Adewale, le professeur de mathématiques, n'avait pas le droit de lui donner un test sans lui fournir les réponses à l'avance. « Je ne suis pas prête pour ce test, et personne ne l'écrira tant que je ne serai pas prête, » dit-elle avec colère, ordonnant à M. Adewale de s'agenouiller devant elle pour s'excuser. « Si vous ne voulez pas perdre votre travail, vous allez vous agenouiller maintenant et vous excuser. » L'humiliation de devoir s'agenouiller devant un groupe d'adolescents brisa quelque chose en lui. Mais comme les autres enseignants, il endura. Ce même après-midi, Amarachi entra dans la salle des professeurs et posa son cahier sur le bureau de M. Adewale. « Je n'ai pas fait mes devoirs, » dit-elle négligemment, en informant qu'il allait faire l'exercice pour elle. « Vous allez le faire pour moi, » ajouta-t-elle alors que M. Adewale levait les yeux choqués. « Je ne peux pas faire vos devoirs, Amarachi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Amarachi se pencha, le ton glacial. « Faites-le, ou je dirai à mon père que vous m'avez frappé en classe. Voyons ce que mon père fera de ça. » Face à la menace, M. Adewale ouvrit à contre-cœur le cahier et compléta l'exercice. Les autres enseignants dans la salle des professeurs échangèrent des regards impuissants, sachant qu'ils étaient tout aussi impuissants face aux menaces d'Amarachi. Le règne de terreur d'Amarachi se poursuivit sans relâche, personne n'osant la confronter. Un après-midi, lors d'un cours pratique de chimie, Amarachi s'emporta contre Mme Hez, l'enseignante de chimie, parce que ses équipements de laboratoire n'étaient pas prêts assez rapidement. « Est-ce que j'ai l'air d'avoir le temps d'attendre vos mains lentes ?» cria Amarachi en colère. Lorsque Mme Hez essaya d'expliquer, Amarachi se leva et renversa un plateau rempli de béchets. « Nettoyez ça tout de suite, ou je m'assurerai que vous passiez le reste de votre vie à nettoyer des caniveaux. » Humiliée et effrayée, Mme Hez nettoya silencieusement le désordre, tandis qu'Amarachi retournait à sa place en se pavanant. Juste au moment où le cours commençait, Amarachi interrompit à nouveau la classe, agitant son téléphone. « Mme Hez, dit-elle à haute voix, est-ce vrai que votre mari n'a même pas de travail? J'ai entendu dire que c'est vous qui le nourrissez. » La classe éclata de rire, et Mme Hez resta figée, trop embarrassée pour répondre. « Je ne pense pas qu'une enseignante comme vous ait le droit de nous apprendre la chimie. Comment quelqu'un qui n'arrive même pas à gérer son foyer pourrait-elle nous enseigner? » Railla Amarachi. Mme Hez, trop choquée pour répondre, continua le cours pratique, ses mains tremblant en tenant un béchet. Amarachi ajouta avec un sourire narquois, « Peut-être que si vous aviez épousé un homme plus riche, vous n'auriez pas l'air aussi fatigué tout le temps. » Mme Hez n'avait jamais été aussi humiliée de sa vie. Elle avait un fils bien plus âgé qu'Amarachi et ne pouvait pas croire qu'une adolescente oserait lui parler d'une manière aussi dégradante. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle essayait de se concentrer sur son cours, mais sa confiance était brisée.
Les élèves, encouragés par le comportement d'Amarachi, chuchotaient et riaient dans son dos pendant le reste de la leçon. Tous les enseignants commencèrent à compter les jours jusqu'à ce qu'Amarachi termine enfin ses études et quitte leur vie pour de bon. Ils murmuraient entre eux sur combien de temps il leur restait à supporter son règne, espérant le jour où son pouvoir ne pèserait plus sur l'école entière. Quelques semaines plus tard, une nouvelle élève nommée Chioma rejoignit la classe de SS3 Saphir. Elle était timide, réservée et restait dans son coin. Les élèves apprirent rapidement qu'elle était la fille d'une vendeuse d'arachides qui avait économisé pendant des années pour envoyer sa fille dans une meilleure école. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Amarachi découvre cette information et décide de déchaîner sa terreur sur elle. « Hé, fille aux arachides !» lança Amarachi un matin alors que Chioma entrait dans la classe. « As-tu besoin d'un plateau pour vendre tes cacahuètes pendant la pause déjeuner ?» La classe éclata de rire alors que le visage de Chioma devenait pâle de honte. À partir de ce jour, Amarachi terrorisa la vie de Chioma à l'école. Elle répandit des rumeurs disant que Chioma volait des collations dans la cafétéria de l'école et l'appela voleuse de cacahuètes devant toute l'école. L'intimidation atteignit un sommet un après-midi lorsque Amarachi accusa Chioma de lui avoir volé un cahier en classe. « Pauvre fille, Raya Amarachi, tu ne peux même pas te payer un manuel, alors tu es obligé de voler le mien ?» Lorsque Chioma nia, Amarachi la gifla si fort que Chioma trébucha sur son bureau. La classe resta silencieuse alors que les oreilles de Chioma bourdonnaient. La gifle laissa des séquelles à son oreille, et Chioma commença à avoir des problèmes d'audition. Quelques jours plus tard, elle arrêta de venir à l'école, et Amarachi ne montra aucun remords pour ce qu'elle avait fait. « Bon débarras », dit-elle lorsqu'un camarade mentionna l'absence de Chioma. « Elle n'a jamais eu sa place ici de toute façon », ajouta-t-elle, en riant du fait qu'une vendeuse de cacahuètes ait envoyé sa fille dans une école comme la leur. « Comment suis-je même sûre que sa mère n'est pas une voleuse pour pouvoir se permettre une telle école ?» dit-elle, se moquant bruyamment de Chioma et de sa famille pour que tout le monde l'entende. La classe éclata de rire et personne n'osa la défier. Même les enseignants qui avaient été témoins de l'incident restèrent silencieux, craignant les représailles du père influent d'Amarachi. Pendant des jours, l'école continua comme si de rien n'était. Mais sous la surface, une tension couvait. L'absence de Chioma fut signalée au principal, qui écarta l'information d'un simple geste de la main. « Elle reviendra quand elle sera prête », dit-il, et personne n'osa approfondir la question. Un matin, juste avant le début des cours, le bruit de bottes lourdes résonna dans la cour de l'école. Un convoi de camions militaires entra dans l'enceinte et des soldats marchèrent vers les classes de SS3. Toute l'école fut figée de stupeur en voyant les soldats entrer dans la classe d'Amarachi. « Où est Amarachi ?» aboya le chef des soldats. Amarachi, assise avec assurance à son bureau, se leva et ricana. « Savez-vous qui est mon père ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'arrogance. Les soldats l'ignorèrent. Ils la saisirent par le bras et commencèrent à la faire sortir de la classe. « Vous faites une énorme erreur !» cria Amarachi en se débattant. « Savez-vous qui je suis ? Mon père va tous vous détruire. » Le principal, alerté par le tumulte, accourut sur les lieux. « Messieurs, que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix tremblante. « Nous avons des ordres stricts d'emmener cette fille à notre quartier général » dit l'un des soldats d'un ton glacial. « Contactez ses parents si vous voulez plus de détails. » Le principal envoya rapidement un enseignant accompagner les soldats, mais il n'osa pas les arrêter. Les élèves et les enseignants regardèrent en silence, stupéfaits, alors qu'Amarachi était embarqué dans le camion. Ses protestations s'évanouirent au fur et à mesure que le camion quittait les lieux. Les spéculations se propagèrent comme une traînée de poudre. « Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ?» murmuraient les élèves. Certains pensaient que cela avait un lien avec les affaires douteuses de son père. D'autres pensaient que ses intimidations avaient fini par la rattraper. Même le principal semblait nerveux, incertain de ce que cela signifiait pour l'école. Son père, informé de la situation, se précipita au quartier général de l'armée. Sa colère bouillonnait en lui alors qu'il arrivait sur les lieux. Le père d'Amarachi, un politicien bien connu avec une influence considérable, fit éruption dans le quartier général de l'armée avec son propre convoi, déterminé à faire libérer sa fille. La mère d'Amarachi le suivait de près, visiblement bouleversée.
L'air dans la salle d'attente était lourd de tension, la famille exigeant de voir l'officier en charge. Un officier grand et sévère sortit de son bureau. « Bonjour, monsieur Okafor », dit-il en s'adressant au père d'Amarachi sans la moindre marque de déférence. « Nous vous attendions. Que signifie tout ceci ?» rugit monsieur Okafor. « Vous osez toucher à ma fille? Savez-vous qui je suis? Je vais faire renvoyer toute votre équipe. »« J'aimerais bien voir cela, monsieur Okafor », répondit l'officier, impassible. Monsieur Okafor n'avait jamais été aussi irrespecté de toute sa vie, et il sentit la colère monter en lui. Il sortit son téléphone et appela le chef de l'armée, qui lui dit de rester sur place, qu'il arrivait au quartier général. Monsieur Okafor se tenait là, lançant des insultes aux officiers, sans se rendre compte que chaque mot était enregistré. Son arrogance emplissait la pièce alors qu'il lançait des menaces, vantait ses connexions et promettait de ruiner tous ceux qui étaient impliqués dans l'arrestation de sa fille. Pendant ce temps, Amarachi était assise dans un coin, sa confiance habituelle s'effaçant peu à peu à mesure que la réalité de la situation commençait à s'imposer à elle. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, un convoi de SUV noirs entra dans le quartier général de l'armée. Des agents des services secrets en descendirent, leur présence imposant le respect. L'un d'eux s'approcha de l'officier en charge et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'officier hocha la tête, son expression impassible, avant de se tourner vers monsieur Okafor. « Monsieur Okafor, commença-t-il calmement, vous êtes sous enquête depuis des mois. Vous vous êtes caché, utilisant votre influence pour échapper à une arrestation, mais cela prend fin aujourd'hui. » Monsieur Okafor se figea, le visage pâle. « Quelles absurdités racontez-vous? Je suis venu ici pour ma fille et maintenant vous m'accusez de quoi ?» Un agent des services secrets s'avança, tenant un mandat d'arrêt. « Nous avons des preuves de votre implication dans la corruption, le détournement de fonds et d'autres crimes contre l'État. Le comportement de votre fille, bien que répréhensible, est le moindre de nos soucis. Nous attendions que vous vous manifestiez, et grâce à ces actions, vous êtes tombé directement dans notre piège. » Amarachi et sa mère hallétèrent, incrédules. « C'est un coup monté !» cria M. Okafor, mais les agents ne scièrent pas. Ils se déplacèrent rapidement, lui passant des menottes alors qu'il se débattait et protestait. « Vous ne pouvez pas faire ça. Mes connexions... » « Vos connexions ne vous sauveront pas cette fois, » interrompit l'agent des services secrets. « Vous avez causé assez de tort, et il est temps que vous répondiez de vos actes. » Alors que M. Okafor était escorté vers l'un des SUV, Amarachi éclata en sanglots. Sa mère s'accrocha à elle, pleurant de manière incontrôlable. La famille, autrefois puissante, faisait maintenant face à la réalité de leur chute. Avant de partir, l'officier en charge se tourna vers Madame Ifunanya, qui observait silencieusement la scène. « Bien joué, agent Ifunanya », dit-il avec un signe de tête. La révélation choqua Amarachi, qui ne savait pas que la professeure calme et timide qu'elle avait constamment harcelée était en réalité un agent infiltré des services secrets. L'arrogance et les intimidations d'Amarachi avaient involontairement fait sortir son père de sa cachette, permettant aux services secrets de l'appréhender après des mois de fuite. De retour à l'école, la nouvelle des événements dramatiques au quartier général de l'armée se répandit rapidement. Les élèves et les enseignants furent stupéfaits d'apprendre la vérité sur Madame Ifunanya. Certains ressentirent une certaine satisfaction, sachant que le règne de terreur d'Amarachi avait contribué à la chute de sa famille. L'école, désormais libérée de la tyrannie d'Amarachi, commença à guérir. Shioma revint, accueilli chaleureusement par ses camarades, et le courage de Nkem inspira d'autres à dénoncer les intimidations. Amarachi, quant à elle, fut envoyée dans un centre de rééducation pour mineurs. Privée de ses privilèges et de son influence, elle fut forcée de faire face aux conséquences de ses actes. Le procès de son père devint un spectacle national, exposant des années de corruption et d'abus de pouvoir. La chute de la famille Okafor servit de puissant rappel que personne n'est au-dessus de la loi et que la justice, bien que parfois retardée, finit toujours par triompher. Leçon à retenir, ce récit enseigne l'importance de l'humilité, du respect et de la responsabilité. Il met en lumière le courage nécessaire pour affronter l'injustice, même au prix personnel élevé. Il montre également que les institutions doivent privilégier l'équité et la justice, indépendamment des pressions externes. Avec la chute de la famille Okafor, l'école retrouva sa paix, son personnel recouvra sa dignité,
et les élèves apprirent à valoriser le respect et l'humanité plutôt que la peur et le pouvoir.